Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition sur Télé Sud. Voici les titres à la une de l'actualité. Il serait au moins 700 000 déplacés internes au Soudan. À l'origine, le conflit qui perdure depuis plus de 3 semaines. En parallèle, les négociations se poursuivent. Réunies autour d'une même table aujourd'hui à Jeddah, en Arabie Saoudite, des délégations de l'armée commandées par le général El-Bourhan et les paramilitaires FSR du général Hamdan Daglo. La communauté de développement d'Afrique australe a annoncé qu'elle allait déployer les forces pour aider la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays. Elle a également demandé au gouvernement congolais de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace. Le monde est à un tournant, ce sont les mots du président russe Vladimir Poutine. Discours fait à l'occasion du défilé du 9 mai en Russie. Le chef du Kremlin a déclaré que son pays était engagé dans une guerre patriotique pour son avenir face aux Occidentaux. Au Soudan, le conflit se poursuit en même temps que les négociations. Actuellement, des pourparlers ont lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, entre des délégations de l'armée commandées par le général El-Bourhan et les paramilitaires FSR du général Hamdan Daglo, sous l'égide de Riyad et des États-Unis. Émeric Torquegnon pour les détails. Pendant que les combats font rage au Soudan entre les deux généraux rivaux, à Jeddah, en Arabie Saoudite, des pourparlers sont en cours. Ces discussions devrait permettre de dégager des corridors humanitaires. Le patron de l'humanitaire aux Nations Unies, Martin Griffiths, a effectué en personne le déplacement pour peser de son influence dans les échanges. Mais pour les deux parties représentées aux négociations, pas question d'évoquer un cessez-le-feu politique. En parallèle à l'initiative américano-saoudienne, l'Union africaine, la Ligue arabe ou encore IGAD, qui a mandaté le Soudan du Sud, tente de trouver des solutions pour aboutir à une trêve. Lundi, l'envoyé spécial du général Al-Bourhan était à cet effet à Djouba. Selon ce dernier, en l'état, aucune discussion directe entre les deux protagonistes n'est possible. Je ne pense pas qu'il puisse conduire des discussions avec le chef d'une rébellion. Mais si cette rébellion dépose les armes, nous les gracierons. Et nous sommes même prêts à les réintégrer à l'armée. L'ONU souhaite également que les deux généraux, Al-Bourhan et Hemeti, se rencontrent autour d'une table pour discuter. Une proposition faite lundi matin au président Salva Kiir par le représentant du secrétaire général de l'ONU au Soudan. Il a demandé au président Salva Kiir d'œuvrer à ce que les dirigeants se rencontrent à Djouba et son Excellence, le président, a rappelé de la difficulté d'un tel geste. Mais il s'est dit favorable quand Hemeti et le président Al-Bourhan seront prêts à recevoir leurs représentants. Car la rencontre à Jeddah est limitée à des prénégociations et à des objectifs humanitaires. La résolution politique de la crise n'y est pas abordée. Alors que les pourparlers pour un cessez-le-feu piétinent de tous les côtés, les affrontements qui opposent depuis le 15 avril l'armée aux redoutables paramilitaires des forces de soutien rapide se poursuivent. Les nombreuses trêves annoncées n'ont quasiment pas été respectées. Des ONG dénoncent déjà plus de 750 morts dans le pays et les autorités soudanaises ont enregistré au moins 5000 blessés. Et pour les populations ayant fui les combats entre l'armée et les paramilitaires, leur seul recours vient actuellement de l'aide humanitaire de l'UNICEF dans le village de Koufroun, près de la ville d'Adré, à la frontière avec le Tchad. Environ 20 000 Soudanais ont trouvé refuge depuis le début du conflit, dont environ 5 000 ont été enregistrés par le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU, Émeric Torquegnon. Cela fait plus de 3 semaines que les combats font rage au Soudan. Conséquence, ils sont plusieurs milliers de Soudanais à avoir traversé les frontières. À l'extrême est du Tchad, ils sont entre 20 000 et 30 000 Soudanais à avoir trouvé refuge. La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial a redémarré ses opérations au Soudan pour répondre aux besoins de 384 000 réfugiés préexistants, des communautés d'accueil et des personnes préexistantes. C'est la première fois que le PAM fournira une aide alimentaire d'urgence à Gezira, où nous voyons des familles fraîchement déplacées fuyant le conflit à Khartoum. Cet afflux massif de réfugiés rend la situation humanitaire difficile à gérer sur place.
Les agences d'aide humanitaire s'empressent de distribuer de la nourriture d'urgence et d'enregistrer les nouveaux arrivants, mais les ressources sont limitées. Rien à manger, raison pour laquelle petit à petit ils sont tombés dans la malnutrition. Et ce sont beaucoup plus les enfants de moins de 5 ans qui sont exposés. La tendance, la situation ne fait que s'empirer de jour en jour. Jeudi dernier, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé avoir besoin de 445 millions de dollars pour aider les 860 000 personnes qui pourraient fuir d'ici octobre. Ce mardi, l'ONU affirme que depuis mi-avril, plus de 700 000 personnes sont déplacées internes. Et la communauté de développement d'Afrique australe a décidé de déployer des forces pour aider la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans l'est du pays où la situation est instable. En cause, la recrudescence des conflits et des activités des groupes armés, y compris les rebelles du M23. Le sommet demande au gouvernement congolais de prendre les mesures nécessaires pour assurer une coordination efficace. Émeric Torrignon. Après l'EAC, les troupes de la SADC bientôt dans l'est de la RDC. Un déploiement militaire approuvé lundi en Namibie lors du sommet des chefs d'État de l'organisation sous-régionale. Alors que le M23 et d'autres groupes armés continuent de semer la terreur dans cette partie du pays, malgré les multiples appels au cessez-le-feu, la décision de la communauté de développement de l'Afrique australe apporte un soutien de plus à la RD Congo dans les efforts pour la restauration de la paix et de la stabilité. Mais a approuvé le déploiement de la force de la SADC dans le cadre de la force en entente de la SADC pour soutenir la RDC afin de restaurer la paix et la sécurité à l'Est. Donc, aujourd'hui, c'est blanc comme neige que la SADC s'engage militairement sur le terrain et qu'elle va déployer incessamment une force. Aucune précision n'a été donnée pour le moment sur la date de ce déploiement ni le nombre de militaires qui constitueront cette force de l'Afrique australe. Les troupes de la SADC s'ajouteront bientôt à celles de l'EAC, présentes sans résultat concret à l'est de la RDC depuis plusieurs mois. Pour coordonner les efforts de toutes les parties engagées pour un retour de la paix en RD Congo, la SADC projette l'organisation d'une réunion conjointe. Un autre élément qui n'est pas moins important, c'est que la SADC a recommandé, ça se trouve dans le communiqué, que la RDC réunisse toutes les conditions requises pour un sommet de coordination de tous les intervenants, de tous les acteurs internationaux sur le terrain afin d'arriver à une action efficace et harmonisée. Le M23 s'est emparé depuis novembre 2021 de larges territoires riches en minerais et continue d'avancer malgré une feuille de route pour la paix conclue à Luanda en Angola en attendant le déploiement de la force de l'Afrique australe à l'est de la RDC. Le conflit se poursuit et accentue le drame humanitaire qui se joue dans la région. Et l'actualité du jour nous conduit en RDC, dans le sud Kivu, 4 jours après les inondations meurtrières dans l'est de la République démocratique du Congo. Les recherches de victimes et de disparus sous les décombres se poursuivent. Dans le sud Kivu, le bilan provisoire est de plus de 400 morts. Mathieu Nicolas. Des énormes creux sur les reliefs montagneux, des débris de maisons retrouvées dans l'eau et surtout le chagrin des populations de voir leurs habitations détruites. 4 jours après des inondations meurtrières dans l'est de la RDC, familles et secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de disparus. Darsein a perdu toute sa famille dans la catastrophe. J'ai perdu 8 membres de ma famille. Nous étions 7 enfants dans la famille. Mon père et ma mère sont aussi partis et tous les petits frères. Je suis tout seul. Au milieu des décombres éparpillés, certaines familles ont fabriqué des cabanes en paille et tentent de s'y abriter en attendant les secours. Vu la situation catastrophique, le gouvernement congolais a fait acheminer des vivres ainsi que des cercueils pour les familles endeuillées. Des équipes de secours de la Croix-Rouge sont également présentes, mais ce n'est pas encore suffisant.
L'équipe gouvernementale est arrivée pour faire le point de la situation générale, voir comment faire pour retrouver les compatriotes qui sont portés disparus. Malheureusement, plus le jour passe, moins il y a d'espoir. Demain, il y aura des discussions avec les familles de certains disparus. On pourra commencer à avoir des indications. L'idée, c'est d'abord d'apporter les premiers appuis qui sont essentiels, qui peuvent permettre de sauver de vies, des médicaments. Il faut chercher des abris et voir dans quelle mesure on fait davantage pour s'assurer qu'on a géré le plus urgent. Et aujourd'hui, un premier stock qui est arrivé à Calais, avant évidemment de voir les autres conséquences qui vont se régler dans le temps. Mais ensuite, il faudra des mesures. La difficulté, c'est que lorsque nous prenons des mesures, on dit qu'il ne faut pas construire des maisons sur des zones non édificantes. Les gens construisent, mais après, lorsqu'il y a des morts, malheureusement, c'est encore la responsabilité du gouvernement qui est mise sur la sellette. Dans ces villages du territoire de Calais, les pluies diluviennes d'il y a 4 jours ont tout emporté sur leur passage. Familles, habitations, écoles, centres de santé. Les paysages verdoyants de la région ont été remplacés par des débris et de la boue. Et sur place, les secours sont débordés. Selon le gouvernement congolais, plus de 400 corps ont été récupérés. Le bilan pourrait s'alourdir. Un décompte fait état de 5500 portés disparus. Et sur le terrain sécuritaire, toujours ce week-end, 7 casques bleus togolais ont été blessés au Mali. Ils sont actuellement hospitalisés. L'un des convois de la MINUSMA a heurté un engin explosif près de la ville de Douentza, dans la partie centrale du pays. Il s'agit de du sixième incident de ce type dans le centre du pays. Je vous propose d'écouter Farhan Haq, il est le porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU. Au Mali, la mission de l'ONU sur place a déclaré qu'au cours du week-end, l'un de ses convois avait touché un engin explosif près de la ville de Douentza, dans le centre du pays. 7 casques bleus togolais ont été blessés et reçoivent des soins médicaux. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. La mission note avec préoccupation qu'il s'agit du 6e incident de ce type dans le centre du pays cette année. Ousmane Sonko, l'opposant sénégalais, a été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis à des dommages et intérêts de 200 millions de francs CFA pour diffamation et injures publiques contre la ministre Mamba Niang, risquant l'inéligibilité. Mathieu Nicolas. Cette condamnation, et peut-être pas la dernière, va-t-elle écarter Ousmane Sonko de la présidentielle de 2024 ? Lundi soir, la justice sénégalaise a rendu son verdict. Jugé en appel pour diffamation, Ousmane Sonko écope de 6 mois de prison avec sursis et de 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Un verdict 2 fois plus lourd qu'en première instance. Donc par conséquent, ce qu'il faut retenir, c'est que cette décision est intervenue. Elle permet à M. Mamba Niang au moins d'avoir la contrainte par corps. Cette contrainte par corps lui permettra demain de l'exercer contre M. Ousmane Sonko, contrairement à ce que M. Sonko dit. Mamba Niang d'une jotte khalissam. Il recevra son argent, en quelque sorte. Si l'avocat de la partie adverse se montre satisfait du verdict, dans les rangs de l'opposition, la condamnation en appel du leader du PASTEF ne passe pas. Il a reçu le soutien de Aminata Touré, l'ancienne première ministre du président Macky Sall. Je m'insurge contre le verdict inique contre Ousmane Sonko, dont l'objectif est de l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. Je lui exprime toute ma solidarité et appelle les démocrates à se mobiliser contre cette régression démocratique sans précédent dans notre pays. Le procès s'est tenu sans le principal intéressé, l'opposant Ousmane Sonko, qui avait annoncé qu'il ne répondrait plus aux convocations des juges sans avoir la garantie que sa sécurité serait assurée. Le leader du PASTEF se sent persécuté par la justice sénégalaise et dénonce un complot pour l'écarter du scrutin de février 2024. Pour l'instant, ni Ousmane Sonko ni ses avocats n'ont fait de déclaration à propos de cette condamnation. Mais à Dakar, hier, ses partisans ont de nouveau exprimé leur colère face au verdict. Des manifestations ont eu lieu dans certains quartiers et à l'université Cheikh Anta Diop. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale préparée par Noël Dong et Ahmed Chigno.
Plus de 600 personnes ont été tuées pour le seul mois d'avril à Haïti. Une nouvelle vague de violence extrême qui a frappé plusieurs quartiers de Port-au-Prince, la capitale, a alerté l'ONU dans un rapport trimestriel paru mardi. L'ONU parle d'une augmentation de 28% de la violence par rapport au trimestre précédent. Cette violence s'étendrait à mesure que les gangs cherchent à étendre leur contrôle, commettant enlèvements et violences sexuelles pour s'imposer par la terreur et faire souffrir la population. Le rapport met par ailleurs en évidence l'émergence de groupes d'autodéfense appelés brigades de vigilance pour lutter contre la violence des gangs. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a dénoncé un cycle de violence sans fin en Haïti et a appelé à une réponse forte de toute urgence. L'avocat français Georges Kishman et ancien ministre de François Mitterrand est mort ce mardi. Il avait 90 ans. Né à Paris de parents juifs polonais, Georges Kishman prête serment en 1953 au barreau de Paris et démarre son ascension fulgurante. Ami de Pierre Mendès France, Georges Kishman a également été ministre sous la présidence de François Mitterrand, en charge d'un portefeuille délégué à la justice ou à la communication et enfin à la coopération internationale et au développement. Avocat aux engagements incandescents, Georges Kishman a été le défenseur de la famille de Malik Oussekine, de Charlie Hebdo après l'affaire des caricatures de Mohamed ou encore de l'ancien président Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. En 2014, il a été fait grand officier de la Légion d'honneur. Sur Twitter, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti a salué un immense plaideur, avocat impertinent qui laisse un vide immense. En France, l'intersyndicale a demandé officiellement aux parlementaires mardi d'abroger plusieurs dispositions de la loi sur les retraites. L'intersyndicale a transmis une lettre aux parlementaires pour leur demander de voter en faveur du projet de loi abrogeant le recul de l'âge effectif du départ à la retraite à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher la mise en place d'un dispositif injuste, il s'agit également de redonner à la population confiance dans la réalité et la vigueur de sa démocratie et de maintenir une cohésion sociale menacée, écrivent les syndicats. Dénonçant l'utilisation du 49.3 qui a aggravé selon eux la crise démocratique et sociale, les syndicats accusent le gouvernement d'être resté sourd à la colère des Français. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée à Kiev pour la journée de l'Europe et pour afficher son soutien à l'Ukraine face à l'offensive russe. Elle a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour travailler sur la demande d'adhésion à l'Union européenne de l'Ukraine. Une visite précédée des sirènes antiaériennes qui ont retenti à Kiev peu avant son arrivée. Écoutez-la. L'Ukraine s'est battue pour les idéaux de l'Europe que nous célébrons aujourd'hui, pour créer une unité et une paix durable, pour représenter les valeurs de liberté, de diversité et d'humanité sur lesquelles l'Europe s'est construite. Nous ne devons jamais oublier que la paix en Europe a semblé impossible, improbable et bien trop lointaine pendant une grande partie du siècle dernier. And far too distant for much of the last century. Et à l'occasion du défilé du 9 mai en Russie, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que son pays était engagé dans une guerre patriotique pour son avenir face aux Occidentaux. Il a estimé que le monde était à un tournant et accusé les pays occidentaux d'orchestrer une guerre contre la Russie. Plus de détails sur le sujet avec Laurent Leleu. Ce 9 mai, la Russie a célébré la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie en 1945. Lors des célébrations, le président russe Vladimir Poutine a tenu un discours solennel dans lequel il a appelé les soldats présents à accomplir leurs tâches militaires. Il a également accusé les pays occidentaux de mener une guerre contre la Russie et de chercher à provoquer des conflits sanglants. Contre notre patrie, à nouveau a été déclarée une guerre véritable. Nous avons repoussé le terrorisme international, nous défendons les habitants du Donbass, nous assurons notre sécurité. Poutine, qui estime que le monde est à un tournant, a accusé les élites occidentales mondialisées de vouloir détruire la Russie et créer un nouveau néonazisme dans certains pays.
Il a également souligné que la Russie était le seul pays détenteur de cessez-le-feu et de la paix. Malgré cela, il a appelé à un avenir pacifique, libre et stable pour tous. L'élite globaliste occidentale continue à affirmer son rôle exclusif. Il divise la société, il provoque des conflits meurtriers et des renversements de pouvoir. Il sème la haine, la russophobie, le nationalisme agressif. Il refuse les valeurs traditionnelles qui ont été transmises dans les familles. Ces célébrations se sont déroulées dans l'ombre de l'offensive de Moscou en Ukraine qui a été marquée par une série de revers humiliants pour l'armée russe. Certains observateurs estiment que le discours de Poutine crée une réalité parallèle. Après la brève allocution du président russe, des milliers de militaires ont défilé sur l'emblématique place rouge de Moscou, brandissant des drapeaux russes et soviétiques. Le Sénégal a un potentiel inexploité en matière d'huîtres qui pourrait fournir des aliments protéinés et des revenus supplémentaires. Mais l'ostréiculture est un travail difficile et nécessite des investissements importants. Reportage. À marée basse, elle s'enfonce dans ces eaux salées bordées de mangroves qui regorgent d'huîtres. Armées de bassines, ces femmes viennent arracher les mollusques accrochés aux racines des palétuviers. Un travail épuisant, mais qui leur permet de faire vivre des familles entières. Et la culture des huîtres a été le seul chemin pour pouvoir subvenir à nos besoins et entretenir nos familles. À Joal Fadiout, à 120 km au sud de Dakar, l'ostréiculture est restée une activité informelle, centrée sur la cueillette traditionnelle, et c'est très majoritairement une affaire de femmes. Pour une semaine de récolte, chacune de ces cueilleuses peut espérer vendre 10 kilos d'huîtres et gagner autour de 50 000 francs CFA, soit un peu plus de 75 €. Elle gagnerait bien plus si elle pouvait toucher une clientèle plus aisée en vendant des huîtres fraîches. Regardez, notre huître n'est pas de bonne qualité. Dans cet état, elle n'est pas consommable. Tout ce qu'on peut faire, c'est la passer au fourneau pour pouvoir la vendre après. Pour vendre des huîtres fraîches et pour en vendre bien plus, il faudrait moderniser la production, développer les infrastructures pour les conserver et les transporter. L'État sénégalais assure avoir lancé un plan pour l'ostréiculture, notamment pour améliorer les conditions sanitaires, à commencer par le suivi de la qualité des eaux. Ce que la production s'estime environ en 2017 à 16 000 tonnes. 16 000 tonnes, dont les 400 tonnes proviennent des parcs ostréicoles. Développer les parcs ostréicoles est donc une priorité pour le Sénégal, le moyen d'augmenter très nettement la production tout en protégeant la mangrove, en laissant ses racines tranquilles. Grâce à ce système de sacs grillagés accrochés à des flotteurs, cet ostréiculteur produit de la quantité et de la qualité. Cette année, nous sommes à 4 tonnes. Au début, seuls les étrangers consommaient les huîtres, mais maintenant, les Sénégalais s'y intéressent et nous avons des partenariats avec des hôtels. Plus que jamais, en ces temps d'insécurité alimentaire et de surpêche maritime, l'huître de mangrove apparaît au Sénégal comme une source d'aliments protéinés encore mal exploitée, mais prometteuse de nouveaux revenus. Et on se quitte sur une note sportive. Hier soir, l'Argentin Lionel Messi a été doublement récompensé lors de la cérémonie des Laureus Awards avec les prix de sportif de l'année et de l'équipe de l'année avec ses coéquipiers de l'Argentine, sacrée championne du monde en décembre dernier. Le joueur de 35 ans a été le premier à recevoir 2 prix la même soirée. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Sud.